Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, on va parler de Bruno Retailleau, le fameux ratatouille, celui-là même, notre ministre des vêtements que les femmes peuvent ou ne peuvent pas porter. Bah attendez, vous allez pas me dire que ce gars-là est ministre de l'Intérieur, et encore moins ministre des cultes. On va s'écouter sa dernière intervention ensemble, vous allez voir, il a pété un plomb. Il a dépassé toutes les limites. Ah, le gars a dérapé, oui, on peut le dire. Il est allé tellement loin que je crois même que c'est condamnable. Non, mes amis, et je voudrais au passage saluer les sénateurs qui sont devant moi, qui ont voté courageusement un texte au Sénat pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Parce que le sport c'est comme la République, le sport c'est plus que le sport, ça doit être un sanctuaire. Ça fait que quelques mois que nous avons tourné la page de l'olympisme, mais l'article 50, vous le connaissez peut-être ou non, de la charte de l'olympisme, proscrit précisément tous les signes ostentatoires, parce que le sport c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Ah bah le voile bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est où là? Dans les années 40 ou comment ça se passe? Non, l'a perdu Bru, je vous le dis, Bruno Retailleau, on l'a perdu. Et en plus, allez me chercher le rapport entre le ministre de l'Intérieur et le voile dans le sport. On paierait pas une personne pour être ministre des Sports, nous, par hasard? Non, non, bah non. C'est vraiment un délire, Bruno Retailleau. Quand est-ce qu'il va faire son boulot? Bon, et avec son histoire de slogan bizarre, il a carrément réussi à choquer BFM TV. Ah, c'est vous dire qu'il est allé très très loin. Oui, alors je vous cache pas que la question ce matin, c'est à quoi joue Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur et à ce titre en charge de ce qu'on appelle le Bureau central des cultes. C'est un service de son ministère qui est chargé d'assurer les relations entre l'État et les représentants religieux dans notre pays. Son job de ministre, c'est de garantir la neutralité de l'État au nom de la laïcité. Mais surtout, le ministre de l'Intérieur, il est là pour régler des problèmes. Pas pour les provoquer, pas pour désigner à la vindicte populaire des femmes, parce qu'il y a des femmes sous les voiles. Et avec ce, on arguera que il parlait du port de voile dans les compétitions sportives, mais quand bien même les mots ont un sens et la charge verbale, elle est incroyable de violence. Jeter quelque chose à bas, selon le petit Robert, ça veut dire tout simplement abattre, détruire. Bon, ça a le mérite d'être une position claire. Mais pourquoi il dit ça alors? Alors Bruno Retailleau, il est convaincu que la République est menacée par ce qu'il appelle le poison de l'islamisme. Il l'a répété hier soir. Et il est convaincu que le voile, aujourd'hui, c'est le signe le plus visible de ce poison islamiste. Ce en quoi il n'a qu'à moitié raison. Car s'il est incontestable que les islamistes imposent le port du voile aux femmes, toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas pour autant forcément des islamistes. Bruno Retailleau, il est aussi en campagne pour la présidence des LR face à un Laurent Wauquiez qui ne cesse de dire que quand on est ministre, on n'est pas libre de sa pensée, libre de sa parole. Bruno Retailleau, il est enfin un prétendant putatif à la présidentielle de 2027, à laquelle il pourra décemment concourir que s'il parvient à mordre sur l'électorat d'extrême droite. Bref, Bruno Retailleau, il sert ses intérêts, mais pas sûr qu'avec ce genre de discours contre-productif, il rende service à la République qu'il était censé défendre dans ce meeting. Pourquoi contre-productif? Mais parce que la lutte contre le fondamentalisme religieux ne se mène pas avec des slogans et des coups de menton. Elle exige de la fermeté et de la pédagogie. Mais avec ce genre de sortie, on ne convainc personne. On suscite de l'incompréhension et du rejet. On prête le flanc, vous allez voir, à tous les discours de victimisation des islamistes qui vont dire l'État est islamophobe, regardez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. On suscite toutes les critiques, toutes les remises en cause de la laïcité, des gens qui disent oui, vous voyez, c'est bien que la laïcité, c'est une loi anti-musulman. Bref, on antagonise, on radicalise, on enflamme le débat public plutôt que de l'apaiser, à tel point qu'on peut se demander si c'était pas les faire chercher. Ah mais en fait, eux ils s'en foutent sur BFM. Ils sont limite d'accord avec lui. Ce qui les fait chier, c'est qu'il les dit à voix haute. C'est contre-productif. Ah ben c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. L'autre il nous a dit, vous allez voir, les islamistes ils vont tous se victimiser. Mais de quoi? Soit Retailleau a dit un truc choquant, soit il n'a pas dit un truc choquant. Personne ne te pose d'autres questions, mon ami. Non mais ça m'énerve parce que après ça veut dire que tu te plains, donc tu te victimises, donc t'es un islamiste. Mais ça va le raccourci Mario Kart? Je t'emmerde. Il est fou celui-là. Bruno Retailleau il a dit un truc de fou. Ça m'a choqué, ça m'a choqué. Est-ce qu'on peut être choqué sans se faire traiter de tous les noms s'il vous plaît ou... C'est plus possible. Bon, et maintenant on va passer à Charles Consigny qui a eu un éclair de lucidité. Par contre, c'est vraiment pas de chance pour lui, c'est dans la mauvaise émission, les GG. Regardez-moi comment les faits, comment la vérité va remuer tout le plateau. Mais je vois bien qu'il y a des jeunes qui considèrent
que le gouvernement et que le traitement médiatique et politique de l'offensive israélienne à Gaza n'est pas juste, ne correspond pas à la réalité. Oui, mais tu vois, justement, d'ailleurs, tu ils te ont trompes, raison. parce que tu pars oui, mais sur un terrain. L'antisémitisme n'est pas né avec vois, Netanyahou. Et ce que je vous dis, Non, il c'est fait un que constat. je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui rappeler quand pensent même. ça. Je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un très fort rejet des médias mainstream parce qu'ils sont perçus comme ne traitant pas ce conflit à sa juste mesure, à part les médias de gauche, justement, Libé, etc. Et donc ça crée chez ces jeunes qui ont par ailleurs l'impression que les musulmans sont rejetés dans la société française, que il y a un discours islamophobe, y compris au gouvernement, etc. Ça crée une espèce de ressentiment qui, alors là je parle pas de l'agresseur en particulier, mais je parle des débordements dans les manifs, etc. Et je pense que si la France, par la voix de son gouvernement, avait une position plus classique et plus courageuse vis-à-vis du caractère totalement disproportionné de l'action israélienne. Oui, mais alors là, c'est exactement. Tu amalgames. Charles le jeu. est dans l'amalgame. Charles à 100%. Oui, vous êtes dans l'amalgame. Non, mais moi, non, ce pas que du je tout. vois, je Charles vous est dans le dis, constat un lien lien avec l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. Je vous dis ce que Charles, je vois sur Charles, les réseaux sociaux. Charles, moi je suis C'est tout. d'accord. Et dans les manifestations, Charles, je le soutiens. je suis Non, d'accord c'est pas qu'il y a un objectif, traitement médiatique disproportionné sur le conflit au Moyen-Orient. Le problème, c'est qu'au Grand Gueule, on reçoit un menu Dans avec certains le. Et là, médias. la question, c'est la France est-elle devenue dangereuse pour les Juifs? Donc en fait, c'est le Ça, thème c'est vrai. sur lequel on nous propose de débattre ce matin. Le problème, c'est que si nous-mêmes ne sommes pas capables de démêler les amalgames et les clichés qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, on va pas aider le débat. Charles ne fait pas d'amalgame. Bah, Il si, parce constate que là, un état d'esprit. Mais non, mais il part du principe que tous les juifs de France sont derrière Netanyahou. Non, et que il n'a finalement, jamais- ce qui Charles se n'a passe- jamais dit ça. Ce qui se passe à Basile, il a dit non, le il y a un ressentiment. traitement disproportionné. Oui, il y a un Mais c'est pas ressentiment, vrai, ça je ne veut suis pas dire d'accord. qu'il est Mais c'est fondé pas- par c'est pas rapport vrai à qu'il y a un traitement disproportionné. De Et pourquoi il t'expliquer devrait l'être? Parce que Pourquoi il y a elle des devrait jeunes l'être qui se Pourquoi radicalisent? Mais je pense que parce qu'on leur bourre la tête de Aussi, préjugés, oui, de mais- préjugés, d'amalgame. Je suis Bien désolé. Ah, on nous bourre le crâne. Ce n'est pas le sujet. Mais ils ont pas fini de nous prendre pour des dindons, là, un peu. Qui est-ce qui nous bourre le crâne avec des fake news à longueur de journée? Non, mais je pose la question, c'est tout. Ça serait intéressant qu'on se penche sur le sujet. Il a peut-être soulevé quelque chose. Bon, et quant à Charles Consigny, au moins il est droit dans ses bottes. Oui, je sais, je connais toutes ses sorties. Il est à droite, à l'extrême droite. Mais au moins il est droit dans ses bottes. Il se trompe souvent, mais il dit ce qu'il pense. Bon, et maintenant les amis, on va passer à la Macronie. Oh là là. Ah bah je vais y aller cash, hein. Je vais pas prendre de gants. Ils ont perdu 60 milliards en 2 ans. Pouf, évaporé. Ah bah on sait pas qui les a pris. Qui, quoi, comment, pourquoi. On ne sait pas. On ne sait même pas qui est responsable, alors c'est te dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et c'est incontestable, c'est avéré, une erreur d'évaluation des recettes qui est, je crois, majeure, qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros, hein, je rappelle les chiffres, 20 milliards d'euros en 2023, 40 milliards d'euros en 2024, avec évidemment un effet base entre les deux. Cette erreur, elle est imputable, il faut dire les choses, au service de Bercy, et elle n'est pas une erreur politique dans la mesure où, comme vous le savez, la recette fiscale ne fait pas l'objet d'un arbitrage politique. Par conséquent, il me semble, et en tout cas c'est un souhait que je formule pour cette commission d'enquête, je ne sais pas ce qu'en pensera mon collègue Éric Ciotti, mais ce qui remonte de toutes nos auditions, c'est qu'il faut confier vraisemblablement, externaliser la prévision de recettes fiscales. Et je pense que le Haut Conseil aux finances publiques est le meilleur organisme indépendant. La prévision de recettes fiscales est entachée d'irrégularités. Il faut pouvoir la confier à un organisme, me semble-t-il, indépendant. Ah d'accord, si je résume, c'est pas nous, mais la prochaine fois, faites-le, confiez-le à un organisme indépendant parce que nous, on le fait mal. Mais je le répète, ce n'est pas nous. Mais il y a un trou de 60 milliards, comment on fait? Qui va le combler? Qui est-ce qui va payer? Ah c'est nous. Ah d'accord, là cette fois c'est nous. Bon, et pendant ce temps-là, il en dit quoi notre président? Il a un projet pour relever le pays parce que là, ça commence à vraiment partir en vrille. Ah bah ça tombe bien. Regardez, nous a fait une allocution. Ça, y a que lui qui en a le secret. Les allocutions de Macron, elles sont légendaires. On va se l'écouter, on va voir c'est quoi les nouvelles. Nous avons pris des décisions importantes lors du dernier Conseil européen et l'approche de la paix par la force est celle que nous continuons à poursuivre. Et c'est pourquoi la discussion que nous venons d'avoir, que nous continuerons tout à l'heure, et le sommet que nous tenons demain pour bâtir cette paix solide et durable
pour l'Ukraine et pour l'Europe va nous permettre d'aborder plusieurs points. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Combien? 2 milliards d'euros supplémentaires. Ah d'accord, c'est bien ce qui me semblait. 2 milliards. Non mais vas-y. Fais péter la caisse, Manu. C'est toi le patron. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés, ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine, grâce au partenariat noué avec nos entreprises de défense. Ces 2 milliards d'euros de soutien, c'est une part de ce premier volet, et notre volonté demain est de mobiliser tous les partenaires qui seront présents pour continuer ce soutien immédiat. Oui, on va continuer. Tu m'étonnes, 2 milliards. Pourquoi s'arrêter? Moi, ce qui m'énerve, c'est pas tant qu'on donne à l'Ukraine. C'est qu'après, aux agriculteurs, il leur dit quoi? Y a pas de sous. Aux gilets jaunes, rentrez chez vous. Y a un problème. On fait sortir du pays des sommes de fous, et quand il faut rincer notre peuple, y a plus personne. Et je dis rincer, c'est le minimum. Va mettre 2 milliards dans les hôpitaux, c'est un carnage. Et alors, les 60 milliards en 2 ans qui se sont volatilisés, j'en parle même pas. Bon, et pour terminer les amis, on va voir la porte-parole du gouvernement refuser de répondre à une question embarrassante. Quelqu'un lui fait remarquer que le préfet de police ment et elle veut pas répondre. Ah, c'est dommage ça. Parce qu'il y a toutes les preuves en fait. Bonjour, Fabien Rive pour Off Investigation. Le 22 mars à Paris, le journaliste Clément Lano, qui était identifiable avec son brassard presse et sa caméra en main, a été agressé par un policier qui l'a fait chuter au sol avant de lui asséner un coup de matraque sur le casque. Votre préfet de police, Laurent Nunez, refuse à ce jour d'y voir un acte délibéré du policier concerné. Le policier, en reculant, effectivement, percute un individu qui est derrière lui. Ah la vache! Ah la vache! Il y a un rapport administratif qui ne me laisse pas penser qu'il y a de faute du fonctionnaire de police. Pourtant, les images montrent un fonctionnaire de police qui fait face à notre confrère, le déséquilibre avec sa jambe et le frappe au sol. Le gouvernement a-t-il pris ou prévu de prendre des mesures pour sanctionner le préfet de police Laurent Nunez pour avoir menti afin de couvrir une violence policière? Cher monsieur, ça ne fait pas partie du tout de l'ordre du jour du Conseil des ministres. Je ne réponds pas sur des cas particuliers qui sont aussi précis et dont je ne connais pas les éléments de base. Je suis désolée, mais je ne réponds pas. Je ne répondrai pas. C'est des propos qui ont été tenus par le préfet de police sur plusieurs chaînes de vous en prie. télévision. Bonjour, Romain Desec, France Info Radio. Porte-parole du gouvernement, messieurs, dames. T'es payé une fortune à esquiver des questions. Pas mal comme boulot. Moi, je signe tout de suite. On l'envoie où le CV? Ah, c'est pas pour les moldus. D'accord. Faut avoir fait sa scolarité à Poudlard pour avoir ce métier? Ah, c'est dommage. Bon, bref. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.